Chaque semaine, Carole vient se recueillir sur la tombe de sa fille. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est son anniversaire, elle aurait eu 24 ans. Enfin, dans notre cœur, elle a 24 ans. Elle continue de grandir, de vieillir. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est lui ramener des fleurs pour son anniversaire. Clélia est décédée à l'âge de 18 ans, après une terrible agression. Je lui caresse la joue. Moi, je lui dis qu'elle nous manque. Je lui parle de ses frères et sœurs. 5 ans après, les conditions de sa mort demeurent mystérieuses. C'est comme si ces deux petits anges savaient ce qui s'était passé. Il y en a un qui chuchote à l'autre ce qui s'est passé et l'autre lui dit « tais-toi ». C'est vraiment évocateur de ce qu'on vit, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Son corps a été retrouvé le 17 février 2008, au bord de ce canal, à Lambersart, dans la banlieue de Lille. Et le principal suspect n'est pas un inconnu pour la famille de Clélia. Il s'agit de l'ex-petit ami de leur fille, Julien. Mais lui nie tout en bloc et clame son innocence. Tout commence par une histoire d'amour tumultueuse. À 17 ans, Clélia, en BEP comptabilité, rencontre Julien, 18 ans. Elle tombe immédiatement sous le charme de ce garçon qui la couvre de cadeaux. Pendant 1 an, ils filent le parfait amour. Laurane était la confidente de Clélia à cette époque. Clélia, elle l'adorait. Quand elle parlait de Julien, c'était c'est l'homme de ma vie, c'était fusionnel et puis passionnel entre eux. Mais les ados vivent une passion mouvementée. Ils n'arrêtent pas de se séparer et de se remettre ensemble. Comme le jour des 18 ans de Clélia, 6 mois avant sa mort. Tous ses amis sont là, sauf Julien. Le garçon n'est pas venu. Il lui aurait fait payer une énième séparation. Malgré les hauts et les bas, sa mère et son petit frère se souviennent qu'il était toujours le bienvenu chez eux. Régulièrement, je veux dire presque tous les week-ends, ils venaient dormir à la maison. Et ils étaient tout le temps collés ensemble. La mère de Clélia a du mal à cerner ce jeune homme très discret qui parle peu. Mais elle respecte le choix de sa fille et invite même Julien au bord de la mer avec toute la famille. C'est pendant ses vacances, à l'été 2007, qu'il va montrer une autre facette de sa personnalité. En vacances, c'est vrai que sa jalousie s'est révélée assez fortement, parce que forcément dans les campings, tout le monde est en maillot de bain, il y a beaucoup de jeunes, donc Clélia se faisait quand même draguer, hein, on va dire, par les autres garçons. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Un autre événement va ternir l'image du garçon. Lors d'une soirée un peu arrosée, Julien se fait insulter par des jeunes. D'après Laurane, il va avoir une réaction extrême. Julien, de rage, a saisi un couteau sur la table et a voulu y retourner. Pour se battre avec eux, oui. Il était impulsif, ouais. Beaucoup. La bagarre est évitée de justesse. Sous ses airs de petit ami parfait, Julien cacherait un visage plus sombre. Entre lui et Clélia, les disputes se multiplient. Ils se séparent définitivement au retour des vacances, mais restent amis. Désormais célibataire, Clélia s'adonne à son loisir favori, aller danser en boîte le week-end. Comme ce samedi 16 février, la veille de sa disparition. Sa mère l'a conduit en discothèque avec sa copine Justine. Justine et Clélia, elles étaient super contentes de sortir, très joyeuses, très gaies. Et elles fréquentaient toujours la même discothèque, donc pour moi c'était plutôt rassurant parce qu'il y avait tous ses cousines, tous ses cousins et ses amis qui étaient là. Donc je la sentais entourée, je ne m'inquiétais pas trop pour elle. Vers 23h30, elles arrivent dans le centre-ville de Lille, devant cette boîte de nuit qui s'appelle à l'époque le Flip Club. Et je l'ai déposée, elle n'a pas voulu que je la dépose devant, donc
Elle est descendue ici au feu rouge, à l'angle de la rue. Elle a dû me dire bonne soirée maman, mais sans plus quoi. Elle n'a pas pris le temps de me faire un bisou, elle était déjà en retard, donc je lui ai demandé avec qui elle rentrait. Elle m'a dit avec Julien. J'avais pas de raison de lui dire de ne pas rentrer avec Julien. Malgré leur séparation, Julien joue encore les chevaliers servants. Il raccompagne de temps en temps Clélia, qui n'a pas son permis. Ce soir-là, elle danse avec ses copines jusqu'au milieu de la nuit. À 3h30 du matin, comme convenu, Julien vient chercher Clélia et sa copine Justine en voiture. À peine montée à bord, Clélia reçoit un texto. Une amie l'informe qu'elle est la nouvelle petite copine de Julien. Clélia, toujours amoureuse de son ex, entre alors dans une colère noire. À l'arrière de la voiture, Justine assiste à une violente dispute. Comme l'explique le journaliste Éric Dussard, qui a suivi cette affaire. Il y a une baffe qui part, voire même des deux côtés d'ailleurs. Clélia ne se laisse pas faire et Julien dit quelque chose comme « fous-moi la paix » ou quelque chose comme ça. Et il y a cette phrase qui a manifestement marqué la jeune Justine qui est à l'arrière, c'est « si tu continues, je suis capable de foutre la voiture contre un mur ». Justine prend cette menace au sérieux. Elle propose à Clélia de rester dormir chez elle. Mais la jeune fille refuse, elle veut des explications de la part de Julien. À 4h20, Justine laisse repartir son amie, qu'elle ne reverra plus jamais. Julien racontera plus tard qu'il a déposé Clélia à un rond-point près de chez elle à 5h30 du matin. Il serait le dernier à l'avoir vue vivante. Le corps de Clélia est retrouvé quelques heures plus tard à 20 km de chez elle par un promeneur. La jeune fille n'a pas été agressée sexuellement. Par contre, elle est méconnaissable. Clélia était là, à moitié immergée. La partie basse du corps était dans l'eau. Et la partie haute, de cette manière, comme ça, perpendiculaire au canal. Les blessures sont quasiment exclusivement sur le visage, notamment au niveau du front. Les policiers ne savent pas comment identifier cette jeune fille. Elle est défigurée et n'a sur elle aucun papier d'identité. Seul indice, le tampon du club, le FLIB, sur sa main. Les enquêteurs espèrent la retrouver sur les bandes de vidéosurveillance de la discothèque. Ils y repèrent une jeune fille, avec les mêmes vêtements que la victime, mais personne ne sait qui elle est. Alors les policiers ont une idée pour retrouver des gens qui la connaissent. Le mystère reste entier après la découverte hier matin du corps d'une jeune fille dans un bras. Il lance un appel à témoins dans les médias locaux. Elle a été frappée violemment au visage. Des photos des vêtements de la victime sont diffusées le soir même. Pour la police, la victime portait ses vêtements, jean bleu, t-shirt rouge et veste de cuir, 1,60 m de type européen. Le dimanche, la mère de Clélia ne s'inquiète pas d'être sans nouvelles de sa fille, qu'elle pense chez une copine. C'est un ami qui l'alerte après être tombé sur l'appel à témoins. On m'a dit qu'on avait retrouvé une jeune fille près de la Dole avec le tampon du FLIB sur la main. Et là, je sais pas, j'ai eu comme un coup au cœur, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai eu un pressentiment et... Elle se rend immédiatement au commissariat, où elle reconnaît tout de suite les vêtements de sa fille. Moi, ma seule question, c'était mais je veux voir ma fille, mais ils lui ont fait du mal, on sait rien, on sait rien. J'aurais dit, ils lui ont fait du mal. Et là, le commandant m'a dit, oui, madame, ils lui ont fait du mal. Il m'en a pas dit plus. En fait, ils n'avaient pas encore tous les éléments. Le jour même, Julien se présente spontanément au commissariat. Il raconte sa dispute avec Clélia. Il a l'air sincère, mais un détail intrigue les enquêteurs. Julien Sailly est imperturbable. Il y a même jusqu'à dire il n'y avait plus rien entre nous. Voilà, enfin, comme si tout ça ne le concernait plus, comme s'il n'y avait pas d'émotion. Et ça, forcément, ça met la puce à l'oreille des policiers. C'est un comportement assez inhabituel. Un autre élément confirme leurs soupçons. Interrogés par la police, les parents de Julien ne savent pas dire à quelle heure leur fils est rentré chez eux. Sans alibi,
Julien est placé en garde à vue. Pendant ce temps-là, les plongeurs de la police font une étonnante découverte. À l'aplomb du corps, à peine 2 mètres en dessous, ils trouvent un cric de voiture. Et un cric qui est là manifestement depuis peu de temps parce qu'il n'est pas abîmé, il n'est absolument pas rouillé, il ne porte pas de traces de vase. D'après l'autopsie, ce cric pourrait correspondre aux blessures de la jeune fille. Pour remonter jusqu'à son propriétaire, les policiers procèdent à des analyses. Mais les traces ADN ont disparu avec l'eau. Seule piste, le cric correspond à celui d'une Twingo fabriquée en mai 1997. Et coïncidence, Julien possède une Twingo fabriquée le même mois et la même année. Julien Sailly est venu avec sa voiture au commissariat. Les policiers descendent, ouvrent le coffre, cherchent le cric, trouvent l'emballage, mais il est vide. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un cric de Twingo, de l'autre côté, ils ont le jeune homme qui est censé avoir vu Clélia pour la dernière fois, qui possède une Twingo, qui n'a plus de cric. Aux policiers, Julien raconte qu'il a acheté sa voiture 10 jours plus tôt dans une casse et que jamais il ne s'est inquiété de la présence ou non d'un cric. Le jeune homme est mis en examen, mais il maintient sa version. Il n'a pas tué Clélia. Après 3 ans d'enquête, le procès de Julien s'ouvre enfin à Douai en juin 2011. Il va donner lieu à un étonnant rebondissement. Entre les deux familles, la tension s'installe. D'autant plus que Julien comparaît libre et se trouve à quelques mètres des proches de Clélia. Le jeune homme affiche un air confiant. Ses parents se sont offerts les services d'un ténor du barreau, maître Dupond-Moretti. Pour l'avocat, son client est innocent, le dossier est vide. Il n'y a pas d'ADN sur le cric et il est impossible de prouver que l'objet lui appartient. Vous savez, j'ai entendu la présidente dire à 3 reprises « Nous allons voir ce qui s'est passé cette nuit-là ». Mais pardonnez-moi, hein, la cour d'assises, là, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour savoir si des preuves ont été rapportées de la culpabilité de ce garçon. Hein. Parce que réécrire l'histoire aujourd'hui, alors que l'enquête a négligé un certain nombre de pistes, c'est une sacrée gageure. Au bout de 3 jours d'audience, coup de théâtre. Le procès est reporté. Maître Dupond-Moretti a relevé une erreur de procédure. Julien sort libre du tribunal. Les familles de Julien et de Clélia repartent à bout de nerfs. Et dans la rue, la situation dégénère rapidement. Nicolas, le frère de Clélia, assiste à la scène. J'ai vu ici tout un attroupement, je voyais la moitié de ma famille et sa famille à lui. Et voilà, c'était la guérilla, quoi. Il y a des coups qui ont été échangés, des insultes. On s'est dit, il va repartir dehors ce soir. Donc pour nous, on était abattus, quoi. Moi, personnellement, j'étais abattu. La police est obligée d'intervenir pour séparer les deux clans. Un an plus tard, en mai 2012, le procès reprend. Pour éviter tout débordement, Julien est placé dans un box sécurisé. Le jeune homme s'énerve. D'après lui, être dans ce box, c'est déjà être désigné comme un criminel aux yeux des jurés. 5 jours plus tard, la sentence tombe. Julien écope de 20 ans de prison ferme pour le meurtre de Clélia. Pour nous, c'était une victoire, mais le lendemain matin, on se réveille, on se dit que en fait, tout ça, c'est pas fini et que ça passera en appel et que ça repassera encore et que tout ça, c'est que le début, en fait. Car l'ex-petite amie de Clélia continue de dénoncer une erreur judiciaire. Son procès en appel débutera ce lundi à Saint-Omer. La famille de Clélia espère que ce sera le dernier pour enfin tourner la page.